Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Entre créateurs. Je rappelle le concept, il est très simple. J'invite un créateur ou une créatrice dans cette émission pour discuter sur différents sujets tout simplement. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle auteure ou autrice, on va encore en débattre aujourd'hui, qui s'appelle Margot Moya. Bonjour Margot. Bonjour Stéphane. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Oui, moi aussi. Ça va être très très cool. Il faut savoir que Margot, c'est la toute première personne que j'ai rencontrée IRL, on va dire, c'est dans le jargon, et in real life, après avoir discuté sur Instagram. Donc bon, c'est sûr que c'est plus simple parce qu'on est de la même région. Donc on a fait plusieurs choses ensemble, plusieurs salons, donc on va en parler justement dans ce podcast. Donc avant toute chose, je vais te laisser te présenter en quelques mots, savoir un petit peu ce que tu as fait, qu'est-ce que c'est que tout ça. et du coup... C'est du travail, de la passion. Exactement, déjà, c'est un petit peu de travail. Et j'avais pas assez de chevalet, hein, désolé, tu m'excuses. C'est pas grave, trop de Donc livres. on va les montrer un petit peu à la caméra après. Donc en quelques mots, je te laisse te présenter. Alors je m'appelle Margot Moya, j'ai écrit 2 romans. Donc La Fuite est mon tout premier roman et La Machine à aimer le deuxième. Il faut savoir que La Fuite est un roman d'aventure, de voyage. Donc on va suivre l'histoire de Paul qui quitte tout du jour au lendemain et qui décide de profiter de la vie. Sur sa route, il rencontre Angie, 21 ans, qui veut absolument le suivre et profiter de la vie elle aussi. Sauf que ce voyage va se transformer en course-poursuite et c'est ainsi que l'aventure débute. Et La Machine à aimer, c'est un roman qui mêle poésie et théâtre. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Ouais, justement, c'est le premier sujet qu'on va aborder, c'est le mélange des genres. Ouais. C'est ça. Donc on va en parler un petit peu plus pendant le premier sujet. Et du coup, les deux autres... Et justement, voilà, 10 ans, donc c'est un recueil de poésie que j'ai écrit. Il faut savoir que j'ai retrouvé les poèmes que j'ai écrits quand j'avais 10 ans. Donc je me suis dit 10 ans plus tard, pourquoi pas les réutiliser et les remanier un petit peu à ma sauce aujourd'hui, quoi. Et ensuite, je le montre. Carnet d'écriture. Écrire comme on jardine pour les auteurs jardiniers et les autres aussi. Ouais, dont on va parler également juste après le mélange des genres qui sera le premier sujet. Alors déjà, je tiens à préciser parce qu'il y en a peut-être qui ont acheté La Fuite. Là, c'est la 2e édition avec une couverture différente, du coup, qui est très belle, très réussie. Très belle réédition et dans un format un petit peu différent, mais c'est le même. Hein. Donc, si jamais vous avez La Fuite avec une autre couverture, vous en faites pas, c'est le même bouquin. Donc, du coup, premier sujet qu'on va aborder, c'est le mélange des genres. Comme tu l'as dit dans La Machine à aimer, notamment, tu as mélangé à la fois poésie et théâtre, notamment, et également tu l'as intitulé juste en dessous comme de la contre-romance. Oui, c'est un peu un genre que tu t'es approprié, que tu as inventé. Le terme n'est pas connu normalement. Oui, c'est ça, il est un peu anodin. Un petit peu anodin. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Pourquoi avoir mélangé poésie et théâtre dans un premier temps? Par rapport au personnage lui-même, donc les auteurs le savent, les lecteurs le devinent aussi, mais c'est souvent un personnage qui tient une histoire. Là, on rencontre Charlotte qui est passionnée d'écriture, de poésie et de théâtre. Okay. Donc à ses heures perdues, elle écrit de la poésie, elle écrit aussi des romans. Et elle est aussi passionnée par le théâtre, elle joue des pièces avec d'autres comédiens, des comédiens en herbe. Et l'œuvre elle-même va être scandée par une autre pièce de théâtre. Okay. Donc on va suivre l'histoire de Charlotte dans la vie réelle, si je puis dire, avec la partie narrative, le roman. Et de temps en temps, on aura une petite scène par-ci, par-là, qui va ponctuer un petit peu ses pensées et représenter un petit peu ses émotions, ses sentiments. Ok, ouais. Donc en fait, ça fait un peu coïncider le fond et la forme au niveau de l'histoire. Ça parle de théâtre, donc du coup, il y a un petit peu d'écriture façon théâtrale, du coup. Oui, tout à fait. Et poésie. Alors, la poésie, tu l'as vraiment fait sous forme de vers. Visuellement, c'est vraiment comme c'était de la poésie ou Il y a 2 types de poésie. Ouais. La poésie versifiée dont tu parles, c'est celle que va écrire Charlotte directement. Okay. Donc le soir, par exemple, avec sa machine à écrire, parce qu'il y a une machine à écrire dans cette histoire. C'est ce qui va un petit peu initier le roman. Et on a aussi de la poésie en prose, donc celle-ci se retrouve plus dans la partie romancée. Ok. C'est, si tu veux, un mélange entre le narrateur et Charlotte. D'accord. C'est l'essence de Charlotte qui va influencer le narrateur. Ok, ça marche. Et du coup, toi, personnellement,
J'imagine que poésie et théâtre, ça n'a pas été anodin comme Oui, choix. exactement. Je pense que, en plus, tu as un recueil de poésie, donc on se doute que tu aimes bien ça. Ouais. C'est quoi ton rapport avec la poésie et le théâtre? Tu as fait du théâtre ou Oui, j'ai pas? fait un petit peu de théâtre. Tu fais du théâtre? J'ai essayé de m'inspirer de ce que je faisais pour écrire La machine à aimer. Ok. Donc j'ai fait du théâtre au même titre que Charlotte. Ce n'est pas du théâtre professionnel, hein. Ce sont plutôt des scènes qu'on fait lorsqu'on est au lycée ou en études supérieures. Ça marche. Et j'aime beaucoup en lire aussi de temps en temps. Ok. La poésie, c'est pareil. Je pense que tu l'auras compris, hein. Quand j'avais 10 ans, j'ai écrit. En fait, ce n'est pas vraiment le premier genre qui m'a fait aimer l'écriture, mais je me suis réveillée un matin, je m'ennuyais, mes parents dormaient encore, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je voulais pas les réveiller, et je me suis dit, bon, je prends un stylo, un cahier, et je commence à écrire. Étonnamment, c'était de la poésie. Ok, donc c'est venu comme ça, quoi. Naturellement. Instinctivement. Ouais. Ok, c'est marrant. C'était pas très bon au début, hein. Forcément. Le tout, c'est de s'y mettre. Après, on s'améliore. Et de se forcer aussi, parce que il faut pas croire que dès qu'on commence à écrire, ce qu'on fait, c'est bon. Au contraire, on a du mal à se relire parfois, parce qu'on se dit, mais c'est vraiment horrible, quoi, et j'y arriverai jamais. Surtout en poésie, je trouve ça assez particulier. On a l'impression qu'on va vite tomber dans le cliché, dans la niaiserie, ou dans quelque chose qui n'est pas musical, justement. Ouais. Après, il faut commencer, il faut oser, c'est ce qu'on disait la dernière fois justement avec Noémie, c'est qu'il faut se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut se forcer un petit peu de temps en temps pour s'y mettre et pas croire que dès qu'on va écrire 3 mots, ça va être du génie, mais c'est en écrivant qu'on s'améliore, quoi. C'est ça. Donc, et après, du coup, tu parles de contre-romance pour qualifier ce roman. Ça aussi, comment c'est venu? Est-ce que c'est une fois que tu as terminé le livre ou est-ce que c'était une volonté de départ de faire quelque chose un peu à contre-courant? Comment c'est venu sur le tas? C'est plutôt au fil de l'histoire parce qu'on va suivre Charlotte et Gabriel qui tombent un petit peu amoureux quand même, il faut le dire. Et il faut dire aussi que le cœur de cette histoire, c'est leur rencontre et leur échange. Ils vont discuter constamment, jour et nuit, se voir de temps en temps. Charlotte va penser à Gabriel un petit peu tout le temps. Et ça se verra dans l'écriture, dans la poésie, dans le théâtre. Pour autant, je me suis posé la question de la satisfaction du lecteur. Est-ce qu'il faut offrir au lecteur une histoire d'amour comme il les aime? Est-ce qu'il faut suivre les codes jusqu'au bout? Ou est-ce qu'on peut essayer de le dérouter un petit peu et de lui dire, tiens, ce sera comme dans la vraie vie. Tu n'auras peut-être pas ce que tu veux. Voilà. Donc après, ça plaît ou pas, mais c'est en ça que je parle de contre-romance. D'accord, ça marche. On va prendre un peu le contre-pied justement de ce qu'on peut attendre d'une romance classique. Donc ce n'est pas une romance classique, du coup. Ok, ça marche, super. Et l'idée de ce livre, elle est venue comment? Tu as eu l'idée d'abord de faire un mélange des genres ou est-ce que c'est venu en écrivant par rapport à comment tu avais créé les personnages? C'était quoi la première étape dans l'écriture de ce roman? La première étape, je dirais que ce sont les personnages. Et un petit peu l'univers de l'art, de l'écriture. Il y a une histoire de machine à écrire. C'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire La machine à aimer. Ensuite, j'ai voulu ajouter un petit peu de théâtre, mais pas forcément dans la forme encore. C'était vraiment dans l'histoire, dans l'intrigue, avec la poésie aussi, forcément, parce que La machine à écrire pousse Charlotte à s'en servir et à manier un petit peu la poésie. Mais pour répondre à ta question, le mélange des genres est venu à la réécriture. Parce que je trouvais que le roman était trop plat. Ça manquait de quelque chose et ça ne représentait pas assez ce que pouvait vivre Charlotte. En fait, c'est comme si on suivait toute l'histoire, mais un petit peu de trop loin. On est plus spectateur, on n'arrive pas à bien... On savait qu'elle était un petit peu amoureuse de Gabriel, mais il manquait quelque chose, donc je me suis dit, pourquoi pas le représenter dans du théâtre où elle sera obligée de faire face à ce qu'elle ressent. Et en même temps, c'est paradoxal parce que le théâtre, c'est un genre de l'illusion, tu vois. Tu montes sur scène, est-ce que tu es le comédien, le personnage, un mélange des deux? Donc là, Charlotte peut dire à la fois ce qu'elle ressent et jouer une femme qu'elle n'est pas, qu'elle veut devenir. Donc, après, c'est vrai que dans le théâtre aussi, ça pousse à, entre guillemets, exagérer les sentiments, exacerber un petit peu tout ça. Même la façon de jouer qu'il y a dans le théâtre, c'est pas la même qu'au cinéma, dans des représentations. Donc, du coup, j'imagine que ça, pour l'écriture, ça te force aussi à revoir un peu les dialogues, à du coup accentuer un petit peu plus les émotions et tout. Et ça peut servir vachement l'histoire, quoi. Comme tu dis, c'est un petit peu plus exagéré. Et il y a aussi un jeu avec les symboles, les lumières. D'accord, ok.
Donc c'est une lecture un peu plus symbolique que le reste du roman. Ok. Au top, bah, ça donne envie en tout cas. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus du carnet d'écriture que tu avais fait. Donc c'est écrire comme on jardine. Donc ça, c'est pas du tout une histoire, hein. C'est vraiment un carnet d'écriture à compléter. C'est même écrit sur la couverture. En gros, c'est pour aider les auteurs jardiniers. Donc on va revenir sur les thèmes jardinier et architecte. À quand même un minimum s'organiser pour l'écriture d'un roman. Donc en fait, c'est présenté de façon à ce qu'il y ait de la place pour écrire. Il y a des conseils que tu as pu mettre et tout un tas de pages qui vont inciter à faire des exercices, à développer des personnages, à avoir des émotions, justement des jeux de lumière et tout ça, des couleurs. Franchement c'est top. Moi je l'ai à la maison et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça aide pour s'organiser, pour se motiver à écrire. Je trouve que c'est bien d'avoir un support comme ça. Du coup, juste rapidement, on va revenir sur les thèmes jardinier et architecte. Alors toi, comment tu définis un jardinier? Moi, comment je définis un architecte? On va faire comme ça. Je crois que tu es architecte et ben que voilà, je suis jardinière. c'est pour ça. Donc vas-y, pour jardinier, je t'en prie. Alors le jardinier, c'est un auteur qui se lance, je pense, lorsqu'il est stimulé par une idée. C'est avant tout ça, et dès qu'un auteur a une idée, il peut se dire il faut absolument que je commence maintenant, que j'écrive les premières lignes, je veux savoir qui est mon personnage. Et je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est justement un atout, mais c'est en écrivant qu'il construit ses personnages, son intrigue. Et je pense qu'il est guidé par cette curiosité, en fait. Okay. Parce qu'il n'a pas forcément fait de plan auparavant, de fiches techniques, et il découvre tout petit à petit. Ouais. Mais ça peut poser problème, parce que parfois on dit, exemple plus classique, il a les yeux bleus au début et il a les yeux marrons à la fin, quoi. Mais... Oui, disons qu'après, peut-être que pour un auteur jardinier, le travail de relecture est beaucoup plus important à la fin du roman, où on se dit, ok, quand j'ai commencé, ça allait pas du tout dans cette direction, puis finalement ça, donc je reviens en arrière, je change des trucs et tout. Alors qu'un architecte, du coup, c'est quelqu'un qui va plus s'organiser. J'avais fait une petite vidéo là-dessus, donc je vous laisse y aller, ça dure 2 minutes. et effectivement, un architecte, ça va être quelqu'un qui va préparer son plan, qui va d'abord déposer les grandes lignes de son histoire, enfin les grandes lignes ou même dans les détails. Il y a différents niveaux, différents degrés d'architecture, on va dire. Mais ça, ouais, c'est pas quelqu'un qui va se lancer dans l'inconnu dès qu'il a une idée, dès qu'il a une esquisse d'histoire. Il va au contraire tout poser d'abord et commencer à écrire une fois qu'il a vraiment toute sa trame, ses personnages, etc. Alors moi, pour ma part, je sais que les personnages, je les écris très peu à l'avance, c'est-à-dire que je les connais, on va dire dans les grandes lignes, mais par contre, tout ce qui est au niveau du caractère en soi, ça se développe pendant l'écriture, quoi. J'aurais pas cru. Ouais. Parce que dans Blind, justement, on trouve que tes personnages sont très précis, tu vois. Ouais. Il n'y en a pas un qui se confond avec un autre, donc on penserait que... Parce qu'en fait, je connais le trait de caractère principal du personnage, je connais son histoire, mais après je me laisse la liberté au niveau des dialogues de savoir comment il va parler, comment il va s'exprimer, etc. Voilà, j'ai le personnage, on va dire, écrit de façon en surface, mais après il va s'approfondir pendant l'écriture, parce que j'aime bien, en fait, une fois que je connais un peu mes personnages, quand je les fais se rencontrer, j'aime bien imaginer les dialogues sur le moment, quoi. Comment ça devrait se passer à ce moment-là, avec ce qui vient de se passer, avec ce qui va se passer. Et je trouve que ça donne un petit peu plus de vie là-dessus. Mais oui, c'est vrai que je ne vais pas inventer un personnage. Tiens, là, j'aimerais bien quelqu'un. Non, souvent, ça, c'est pensé avant. Ouais. Donc, après, ça ne veut rien dire, tu me diras. Hein. C'est pour ça. Tu peux créer le personnage de toute pièce et... Tu te rends compte au final qu'il manque quelque chose ou qu'il faut faire ci, ça... C'est pas parce qu'on est architecte qu'il faut rester dans son idée qu'on a écrite dès le départ. Non, après en écrivant, il y a forcément des nouvelles idées qui viennent, des choses qui vont interférer avec ce qu'on avait pensé. Donc, et après, c'est ça aussi l'avantage d'être jardinier, entre guillemets. C'est que, ok, on n'a pas de plan forcément, on se lance un petit peu comme ça, mais le fait d'écrire comme ça vient, c'est agréable aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Donc il faut, c'est vraiment une pulsion. Ouais, c'est ça. Du coup, peut-être qu'on écrit moins régulièrement. Enfin, je sais pas, hein, c'est qu'une pas supposition, mais... forcément. Ouais, non, pas forcément. Moi, je sais que j'ai plus de mal à me mettre à une session d'écriture, alors que je suis tout le temps en train d'écrire des notes. Ouais. Justement parce que je veux tout penser, quoi. Ouais, et du coup, quand je me cale devant l'ordi pour écrire, je sais exactement ce que je vais écrire, mais parfois même, je me dis les phrases
romancé dans ma tête Mhm. et je me mets sur l'ordi qu'une fois que j'ai tout dans ma tête, quoi. Parfois j'ai les chapitres entiers et je me mets seulement une fois que j'ai tout en tête, quoi. Donc tu sais toujours ce que tu vas écrire. Ouais, je me mets jamais devant l'ordi si je sais pas ce que je vais écrire. Ok, c'est drôle. Donc ouais, après ça dépend de chacun, hein. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Ah non, du tout, ouais. Mais ouais, encore une fois, c'est pas parce que moi je fais comme ça ou que Margot fait comme ça que c'est des exemples à prendre. Vous écrivez comme vous voulez. Il n'y a pas de règle là-dessus, quoi. Donc après, ce qui compte aussi, c'est avoir une certaine régularité, mais ça, j'en ai parlé la dernière fois avec Noémie. Donc du coup, pour revenir sur le carnet, pourquoi tu as eu l'envie de faire ce carnet? Est-ce que c'était d'abord pour toi? Est-ce que tu voulais avoir, toi, un outil qui t'aide? Ou est-ce que c'était vraiment dans un but altruiste pour aider d'autres auteurs? Les deux, dis-moi. Je pense que c'est une petite expérience plutôt qu'une prétention à aider les autres. Ouais. Parce que quand j'écris, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne respecte pas, tu vois. Ok. La chronologie, par exemple, c'est le problème, je pense, en tant que jardinier. On ne pense pas forcément à l'emploi du temps des personnages. On pense que ça fait une semaine qu'ils se sont rencontrés, en fait, ça fait 3 jours. Enfin, Ouais. donc j'ai voulu mettre un petit peu à plat toutes les erreurs que je pouvais faire et créer des petites astuces pour respecter et combler tout ça. Ok. Parce que je pense qu'un jardinier aura besoin à un moment ou un autre d'une aide, d'un appui. Ok. Voilà, il faut qu'il puisse retranscrire les éléments principaux de son histoire, quoi. Ouais, je pense que, enfin, je sais pas parce que je le suis pas à ce point-là, on va dire, mais je pense que c'est très simple de se lancer quand on est jardinier, parce qu'on se pose pas trop de questions, donc ça c'est bien. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut se sentir bloqué parce que justement, on n'a pas assez anticipé. Ouais, c'est Et on ça. se dit, ok, alors j'ai écrit ça, mais du coup, maintenant j'imagine ça. Du coup, il faut que je revienne en arrière, il faut que je réécrive des trucs, et du coup, ça peut bloquer, je pense, hein. Après, je sais pas si toi, ça a été le cas pour La Fuite. Je sais que tu l'avais écrit justement en partant d'une idée et que c'est venu au fur et à mesure. Il me semble, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Pas tout à fait. Ouais, pas tout à fait. C'était une nouvelle à la base d'une Ok. page, une page ou deux. Ok, ça marche. Et je l'avais fait lire à ma mère qui m'avait dit essaie de mettre un peu plus d'humour et d'amour parce que franchement, ça commence à être un peu, un peu lassant. J'avais 16 ans quand j'ai commencé. Ok, Et elle m'a mise au défi, donc j'ai dit ok, je continue, mais je pense pas que ça va durer longtemps, quoi. En fait, ça a fait 12 pages, puis 20, je suis arrivée à la page 100, 200, et Ok. je ne connaissais pas du tout mes personnages au début. ok. Et je ouais. savais qu'il y avait un homme qui partait, qui prenait la route, mais je ne connaissais pas son prénom, et je me souviendrai toujours, en pleine session d'écriture, j'ai dit à mes parents, donnez-moi un prénom d'homme, genre 30 ans, Ouais. un truc comme ça. Ils ont énuméré des trucs et tout, et finalement c'est Paul qui est arrivé. Ouais. Et c'est comme ça que l'histoire s'est créée, mais j'avais pas... Enfin, sans spoiler, mais j'avais pas du tout l'intrigue Ouais, au ouais. début. Ok, C'est en rencontrant Angie que ça s'est fait, quoi. ok, ouais. Ouais, donc c'est quand même venu justement avec l'évolution du personnage en Ouais, lui-même, c'est quoi. ça. Donc tu t'es pas dit c'est là que je vais, quoi. Non. Donc ouais. Comme le personnage, en fait. C'est pour ça que Ouais. c'était pas un problème. Oui. Parce qu'il voulait partir, c'était quelqu'un de perdu, Ouais. en même temps qui voulait essayer des choses Ouais. pour se retrouver. Ah, c'est bien, ça fait une sorte de mise en abîme entre la façon dont tu as Ouais. écrit et l'histoire du livre, donc ça je trouve ça cool, quoi. Et ouais, pour les noms, ça me fait rire parce que j'ai écrit un conte récemment et jusqu'aux 3 dernières pages, j'avais pas le nom du personnage, quoi. Et je mettais 3 points d'interrogation à chaque fois. Ah non. Ça avait aucun sens. trop Et perturbant. puis, ah ouais. Puis Et à un moment, t'arrives je me à suis dit, t'attacher bon, quand même. Ouais, mais c'est vrai que quand tu mets pas de nom sur un personnage, Mhm. c'est bizarre, quoi. Après, moi, c'est une nouvelle qui fait une 20aine de pages, donc c'est pas trop gênant. Et encore une fois, je savais toute l'histoire, mais je me suis plus concentré sur l'histoire que pour les personnages, pour le coup, parce que comme c'est assez court, j'ai pas trop établi j'ai pas trop approfondi les personnages là-dessus, c'était plus la morale, etc. que je voulais approfondir. Mais ouais, du coup, j'avais pas le nom. Mais c'est le seul truc que j'avais pas, quoi. C'est Tout un le conte, reste, tu dis un conte, ouais. Ouais. En même temps, dans les contes, il n'y a pas toujours des prénoms. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, j'aime bien quand même mettre 2-3 noms. Ouais. Bon, après, c'est sûr que ça va pas être comme dans Blind où il y a plein de noms. Mais il y a 2-3 noms, quoi, voilà. Et du coup, t'as trouvé. Du coup, j'ai trouvé, ouais. Puis en plus, à un moment donné, il y avait quand même... sur les 2 personnages principaux, il y a quand même une importance avec le nom qui est donné et tout. Donc, il a bien fallu que je trouve, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais demander, parce que si ça se trouve, ça aurait pu être intéressant de Ouais. pas avoir de prénom. Ouais. Non, il fallait quand même Ok. que j'en ai un, ouais. Donc, vous comprendrez pourquoi. Si jamais Ça vous veut le lisez, dire ouais. lisez mon compte. Donc, ouais, exactement, faut faire de la pub, hein, en même temps. On est là pour ça aussi, hein.
Donc ok, ouais, c'est ce carnet. Donc tu l'as mis aussi via Amazon. Et est-ce que t'as eu des retours par rapport à des personnes qui ont pu l'utiliser? Oui, certains. Ouais. Je pense que ce qui leur a plu, c'est le fait que tu n'aies pas à suivre, à compléter le carnet de manière chronologique, si je puis dire. Ce qui correspond à un jardinier. Exactement. Tu vois, il feuillette le carnet, il se dit ah tiens, ça j'ai bien envie de le remplir, ça m'aide. Ou au contraire, ça m'intéresse pas et c'est pas grave. C'est comme un vrai carnet en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est plus agréable de faire un petit peu comme on veut. Mais voilà, c'est vraiment, ça cadre un petit peu tout ça, mais ça force pas à suivre une procédure. Étape 1, il faut faire ça absolument avant de faire ça. Non, là, c'est pas la philosophie des jardiniers. C'est plus un laboratoire en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux écrire des choses là-dedans qui ne serviront entre guillemets rien à ton intrigue, mais qui te permettent de mieux connaître tes personnages. Il y a un petit passage où tu peux créer un dialogue en fait entre tes personnages pour connaître un petit peu leur voix. Ok. Est-ce que l'un va parler de manière familière, l'autre de manière soutenue c'est plus pour essayer en fait. Ok. Ouais, c'est bien, c'est vachement intéressant. Puis parfois en plus, moi je l'ai lu entre guillemets, parce que ça se lit pas vraiment, mais il y a des conseils, des pages, etc. Et ça donne des idées. C'est vrai que parfois il y a des choses que j'avais pas pensé à faire, et au final je trouve que c'est des bonnes idées quoi. Parce que je t'en prie. Ouais, le fait d'essayer de visualiser des images, des lumières, des couleurs, etc. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait, mais il y a d'autres conseils, d'autres exercices qui peuvent aider pas mal, je pense, à l'écriture, même si on est jardinier ou architecte. Oui, en fait, jardinier, parce que je prends la métaphore de l'écriture. Oui, bien sûr, ouais. Mais, je respecte un peu leurs lacunes et leurs atouts, mais ça peut convenir à un architecte, quoi. Ouais, complètement. Ok. On va enchaîner sur les services de correction que tu peux proposer. Justement, toujours dans cette idée un petit peu d'aider les auteurs. Tu t'es mis à ton compte et du coup, tu proposes des services de correction de livres, de relecture, etc. Je ne sais pas si tu fais de la bêta lecture aussi. Oui, aussi. Bêta lecture. Okay. J'ai commencé avec ça en fait. D'accord, ok. D'abord bêta lecture et après... Oui, c'est ça. Donc... Comment c'est venu, ça aussi, sur le tas, parce que c'est un petit peu en parallèle avec les études que tu fais en ce moment. Oui, c'est lié un petit peu. On va peut-être partir d'abord là-dessus pour arriver sur les services que tu proposes. Alors, explique-nous un petit peu les études que tu fais. Ok, alors ça a toujours été dans les lettres. Okay. Les maths, tout ça, c'est pas mon truc. Ouais. Et j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai fait une prépa littéraire. Ok. Et j'ai abouti en master d'éco-poétique et de création littéraire. Ok. L'éco-poétique, pour expliquer simplement, c'est le rapport entre la nature et la littérature. Entre l'environnement, l'homme, les animaux et la littérature. D'accord. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, ouais. Un peu... J'ai du mal à visualiser le truc, mais ouais. En fait, on étudie tout ce qui est dystopie. Pourquoi? Parce que c'est une manière de représenter le désastre écologique, par exemple, en littérature. D'accord. On peut étudier des romans qui mettent à l'honneur un animal. Ouais. Donc on peut penser à L'Appel de la forêt, par exemple. Parce que quand on pense à la littérature, on voit que la plupart du temps, les personnages sont des humains. C'est vrai. Entre autres. En fait, c'est une autre manière de percevoir l'écriture. Ok. Et donc ça, du coup, c'est un cursus qui dure combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ouais. Ok. On peut le faire sur 3 éventuellement. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Comment t'as découvert ça? J'étais un peu perdue. Voilà. C'est une bonne réponse, hein. Ça va très bien. J'étais un peu perdue, j'ai fait des recherches. Je voulais aller à Aix-en-Provence parce qu'il y a un autre master d'écriture. D'accord. Discours, langage, je sais plus, quelque chose comme ça. Et finalement, c'est le directeur de ce master qui m'a conseillé de faire éco-poétique. Parce qu'il y a la notion d'environnement qui pouvait m'intéresser et on peut rendre, il faut le savoir, un mémoire de création. Ok. Voilà. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop la recherche, qui veulent à tout prix écrire un roman, de la poésie, du théâtre, peu importe, ils peuvent rendre un mémoire de création. Et c'est à la fois génial, parce qu'on se dit je peux faire ce que je veux, je serai aiguillée, etc. Et effrayant. Parce que pour la première fois, je pense en tout cas, on est jugé par des professionnels, des professeurs. Alors que
d'habitude, on est jugé par des lecteurs, tu vois, c'est un petit peu différent. Oui, c'est pas on n'a pareil, pas ouais. Bah, disons que, ouais, eux, ils vont vraiment tout analyser, pas comme peut le faire un lecteur lambda, quoi, on va dire. Mais un lecteur, parfois, ça cherche pas à comprendre, c'est soit il aime, soit il aime pas. Voilà. Ça dépend. Tu vas les vexer là. Mais non, mais c'est vrai, moi, en tant que lecteur, parfois, il y a un bouquin, tout le monde qui me dit « Ouah, ce bouquin, trop bien et tout ça ». Puis je suis là, je me force et je me dis franchement, j'aime pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien écrit. Tu sais pas forcément pourquoi. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est que oui, c'est bien écrit, oui, c'est intéressant, mais je sais pas, je suis pas embarqué dedans ou quoi, donc ça peut arriver. Et parfois, il y a des coups de cœur ou quoi. Donc ça s'explique pas forcément. Alors que des professionnels, ils vont aller au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que peut-être que eux, le sujet, ça va pas forcément les intéresser, mais ils vont analyser différemment l'œuvre en disant, ok, ouais, là, l'écriture, elle est super bien, elle est réfléchie, les sujets abordés sont bien, etc. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose, quoi. Oui, en plus, mais c'est bien, mais ça déroute. Ouais, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Puis du coup, tu t'écris en y pensant, quoi. Ouais, donc ça peut, ça va pas être le même processus que quand t'écris pour avant tout toi-même un livre, quoi. Bah, de toute façon, on le remarque, hein, parce que j'écrivais beaucoup avant de rentrer en master. Enfin, beaucoup, c'est un grand mot. Mais quand je suis rentrée en master, j'ai arrêté un petit peu d'écrire. Ouais. Parce que j'avais l'impression de maîtriser un petit peu ma technique. Et dès que je l'ai confrontée aux professeurs ou aux écrivains, c'était... Pas forcément parce que j'ai eu des retours négatifs, mais parce qu'on me posait des questions auxquelles j'avais jamais pensé. Ouais. Pourquoi est-ce que tu prends un personnage humain à ce moment-là, ou pourquoi tu prends ce point de vue, enfin... Ouais, c'est vrai que c'est des questions auxquelles on pense pas forcément. Et du coup, tu sais plus comment faire. Ouais, parce qu'il y a quand même une école derrière l'écriture, quoi. Il y a quand même il y a des méthodes, l'écriture, ça date pas d'hier, quoi. Mais c'est vrai que nous, en plus, on est jeunes, donc on a encore tout à apprendre. On s'est entre guillemets lancé parce qu'on avait envie d'écrire, on avait ce besoin de raconter des histoires et tout. Mais on n'a pas forcément de méthodologie claire derrière. Ouais. C'est pas forcément négatif, hein, parce qu'il y a des choses qui sont super sans pour autant qu'on ait des bagages en littérature ou quoi. Mais après, du coup, c'est bien d'apprendre de nouvelles choses, quoi. Après, c'est important de se remettre en question, mais il ne faut pas se dire, ok, ce que j'ai écrit avant, c'était forcément nul parce que je ne connaissais pas ça. Voilà. C'est pas mais les profs sont très bons. Ils ne sont pas là pour nous démoraliser, au contraire. Ouais. Ils montrent ce qui est bien et ils font réfléchir. Ok. Ils ne vont jamais donner un avis purement critique, ça c'est mauvais. C'est plus sur un questionnement, quoi. Et donc du coup, est-ce que c'était simultanément que tu as commencé à faire des services de correction ou un peu plus tard? Est-ce que tu avais envie de le faire avant? Je crois que j'ai commencé un tout petit peu avant. Oui, juste avant de rentrer en master. Ça marche. Et est-ce que du coup tu en avais fait avant de commencer le master? Est-ce que ta méthode a changé depuis que tu as fait que tu as commencé ou ça t'a pas trop aidé? C'est peut-être un tout petit peu plus détaillé. Ouais. Je pense que j'ai un regard un peu plus aiguisé, mais ça n'a pas vraiment changé. C'est ça. Tu bosses de la même façon sur les corrections, quoi. Oui. Ok. Et est-ce que quand je sais pas si c'est toi qui démarches ou si on vient te demander des services, mais est-ce que le fait que tu sois en master, ça a changé le point de vue quand même, elle a des bagages, je sais que ça va être quelqu'un de sérieux ou quoi, parce que moi, je te connais, je sais que si je te confie la correction de mon livre, je sais que ça va très bien se passer, quoi. Mais quelqu'un qui te connaît pas, est-ce que c'est pas rassurant de se dire, est-ce que tu vas pas le mettre en avant, justement Je sais pas, peut-être que ça y joue. Ouais. Mais étonnamment, ce qui y joue, c'est plutôt la personnalité. Parce que y a beaucoup d'auteurs qui m'ont dit, j'ai très peur de confier mon roman. En plus, c'est mon tout premier roman. Si on me tacle, j'ai peur de pas continuer, de pas reprendre. Et ils ont trouvé que j'avais l'air douce et gentille, donc ils avaient confiance en moi. Ça s'est très bien passé. Ok, tant mieux. Finalement, elle était méchante. Non, je pense que c'est ça qui a conforté. Après, peut-être que les études, ça y fait. J'en parle de temps en temps sur les réseaux, mais je le mets pas forcément en avant. Ouais, voilà, c'est pas un critère... genre une pub, Margot Moya, en master de machin, bac L. Donc, non, ok. Je l'ai mis sur le site internet. Oui. Pourquoi me faire confiance? Oui. Ouais. Oui, je pense qu'après, c'est quand même, j'ai pas trop le mot, mais une plus-value, quoi. Peut-être. Entre guillemets. En fait, je pense que c'est un regard différent. Ça dépend ce qu'attend l'auteur. C'est le problème de légitimité dont on parlait déjà la dernière fois.
c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu te dis, ok, bon, il vaut peut-être mieux s'orienter vers quelqu'un qui a quand même des bagages en littérature plutôt que de quelqu'un qui écrit des romans, Peut-être, certes, mais ouais. qui... Ça dépend ce qu'on recherche. En fait, j'ai l'habitude de décortiquer les textes. Ouais. Études de lettres, je pense que tu connais un peu. Bah, moi, j'ai pas fait d'études Ouais, de non, lettres, c'est moi. vrai. Ouais. Mais Commentaire de texte, tu analyses tout, la moindre virgule. Si là, il y a 3 virgules, il y a un rythme ternaire. Enfin, tu as l'habitude de tout analyser, de faire un commentaire, une dissertation. Et j'adore ça, en fait. Ok. Trouver des figures de style, comprendre pourquoi l'auteur met à ce moment-là un saut de ligne plutôt que laisser le paragraphe uni. Et ça peut se représenter aussi dans la bêta-lecture. Ouais. C'est vrai que c'est... Enfin, ouais. Ouais. C'est pas du tout quelque chose avec lequel moi je pense. Justement, en partie, je pense parce que j'ai pas fait d'études de lettres, quoi. Et c'est vrai super que... important. Ouais, je sais, ouais. Mais en fait, moi, c'est vachement plus au feeling, quoi. C'est le fait de sauter des lignes ou de faire des figures de style ou quoi. Je le fais, mais je le fais de façon un peu plus, je pense, organique. Un peu plus comme un jardinier, on va dire, sans y penser forcément, quoi. Et c'est vrai que même pendant ma relecture, je me dis pas tiens, là, il faudrait que je fasse ce rythme-là, machin. Non, c'est vraiment comment je le sens. Après, c'est ta plume. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je pense que tu ne réfléchis pas à un moment. Non, si tu réfléchis trop, je pense que c'est... tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'écris, je sais ce que je vais écrire. Ouais. Mais parfois, je sais pas vraiment sous quelle forme, quoi. Je sais pas si ça va être avec un rythme rapide, est-ce que je vais m'étendre un petit peu, est-ce que je vais plus décrire, faire des métaphores ou quoi. Ça va plutôt être dans le moment, dans le sentiment que je veux faire ressentir. Donc, après, ça, c'est quelque chose qui dépend de chacun, déjà. C'est la plume, comme tu disais, de l'auteur. Mais dans une relecture, dans une correction, il faut pas... justement, comment toi, tu travailles là-dessus par rapport à la plume de l'auteur? Est-ce que tu fais des remarques? Est-ce que tu dis ça, normalement, il faudrait plus le faire comme ça? Ou est-ce que tu laisses vraiment la forme de l'auteur? Enfin, je m'embrouille un petit peu dans ma question. Non, je comprends ce que tu veux dire. Non, déjà, je respecte toujours ce qu'il fait parce que s'il l'a fait, en principe, c'est qu'il l'a ressenti. Ouais. Parce que tu peux faire une figure de style sans la connaître. Ouais. En fait, on s'en fiche du Ouais, c'est ça, ouais. Là où je vais intervenir, parfois, c'est s'il y a un pléonasme. Ouais. Tu vois. Ok. Je veux dire, normalement, tu devrais enlever un des deux parce que c'est répétitif, mais ça correspond à ton personnage. Si c'est inclus dans un dialogue... Il faut savoir si c'est voulu ou pas, quoi. Oui, tu soulèves des trucs qui te paraissent incohérents et après tu le fais remarquer pour ça. Parce qu'au final, c'est quand même l'auteur qui va décider ce qu'il laisse toujours. Ou pas. Toi, tu commentes, mais tu modifies pas le texte directement. En fait, je le modifie. Sauf les fautes. Je le modifie, mais tu peux toujours accepter ou supprimer. Ok, oui, c'est ça. Et sinon, dans la marge, je mets un petit commentaire avec mes suggestions ou mes questions. Ok. Ouais, c'est bien. Je pense que je le ferai pour la prochaine fois. Je pense que je passerai par toi. Je vais te donner du taf parce que mes bouquins, ils sont gros en général. 600 pages. Tu me feras une remise. Hein. Ouais, ça va. Donc du coup, ok, c'est top. T'en as actuellement des corrections? Oui. Ouais. Tout à fait. T'en prends plusieurs en même temps ou oui, c'est possible parce que par moment, tu dois laisser reposer. Ouais. Si un auteur fait bêta lecture et correction, je fais la bêta lecture, je lui envoie. Okay. Il retravaille selon ce que je lui ai dit, s'il a envie. Après, il fait ce qu'il veut. Et pendant ce temps-là, je fais la bêta lecture d'un autre. Et après, ensuite, il me renvoie, je fais la correction. Et là, c'est plus la correction. Ouais. C'est vraiment 2 phases en fait à chaque fois. Même 3. Ouais, 3. Ouais. Ok. Bêta lecture, correction. Ouais. Et ensuite, deuxième correction. Ok. Ouais. Donc je le lis 3 fois. Tu le connais bien à terme. Ok, au top. Parfait. On va passer sur complètement un autre sujet. On va parler des salons, des rencontres entre auteurs et lecteurs. Je sais que c'est un sujet qui te plaît en plus. Et notamment parce qu'on en a fait ensemble, justement, des salons. Et c'est là qu'on s'est rencontrés aussi. Absolument. On s'était rencontrés la première fois au Salon des Jeux à Cannes. Alors pourquoi j'ai fait un salon des jeux, c'est une bonne question. C'était le seul auteur, je crois. Ouais, disons que le seul auteur de fantasy, parce que normalement c'est pour les jeux quoi. Mais c'était cool, j'avais fait un petit jeu pour l'occasion, du coup pour rester quand même un petit peu dans le thème.
Et les gens voulaient plus m'acheter le jeu que le livre. J'en avais vendu quand même, c'était cool. Et du coup, tu étais venu me voir sur ce stand, on avait pas mal parlé. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai. C'est vrai. Et même si on avait échangé déjà Ça sur faisait Instagram. un mois à peu près. Ouais. Un mois et demi, même pas. Ouais, c'est vrai qu'on s'est rencontrés plutôt vite. Et c'était cool. Du coup, on s'est revus par la suite. On avait fait des salons ensemble. On en a fait un à Péménade, c'était quand, en juin ou en mai? Juillet, 3 juillet. 3 juillet, oui, parce que ça avait été décalé. Donc on avait fait celui-là ensemble. Donc ça, c'était vraiment un... 2021, du coup. Ouais, celle de cette année, ouais. Ça, c'était vraiment un salon dédié à l'écriture. Et après, on a fait une séance de dédicace à Fréjus ou Golf. Non, Jean Lépin. Jean Lépin. Ça n'arrive à voir, c'est ça? Fréjus ou Golf et c'est Jean Lépin, ça ne va pas du tout. À Jean Lépin, du coup, une séance de dédicace. Donc là, c'était vraiment que nous deux. On avait nos stands et contrairement à un salon où il y a plein d'auteurs et les gens viennent pour le salon, quoi. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Avec plaisir. Toi, le premier salon du coup que tu avais fait, c'était celui de Péménade qu'on avait fait ensemble. Oui. Ouais. Mais tu avais fait déjà autre chose avant? Une dédicace non officielle. Ouais, ok. Dans mon immeuble. D'accord. 2 mois après la sortie. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, plus pour les amis, la famille. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus des gens qu'on connaît. Ouais. C'est vrai que la première séance, c'est toujours un petit peu impressionnant. Ouais. Moi, la première fois que j'avais fait, c'était à la Fnac à Polygone. Et c'est vrai que bon, j'avais cette volonté qui est forcément des gens que je connaisse, que je connaissais, qui venaient quand même un petit peu dans l'après-midi pour combler. J'avais peur du flop en fait. C'est le plus effrayant en fait. C'est ça. Et en fait, j'ai compris dès que je suis arrivé que ça allait bien se passer parce que quand je suis arrivé, il y avait déjà le stand et il y a déjà 5 livres qui étaient partis alors que j'étais même pas arrivé. Donc d'accord. Du coup, c'était cool. Après, j'avais forcément des gens que je connaissais, plein que je connaissais pas et échanger sur son livre. Ouais. Avec des personnes qu'on connaît pas, c'est trop bien en fait. C'est même plus important que vendre un livre en fait. Ouais, c'est ça. Le dialogue qu'on peut avoir avec d'autres personnes, c'est incroyable en fait. Donc toi, comment tu l'as ressenti justement quand on a fait ce salon à Péménade? Comment tu as appréhendé la chose? Comment ça s'est passé de ton point de vue? J'étais un peu stressée forcément. Mais c'était rassurant d'être à deux. Ouais. En plus, on connaissait l'organisatrice un petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, on a été très très bien accueillis. C'était la toute première édition du Salon de Péménade, qui aura lieu encore cette année. C'est vrai. En juin, je crois. En juin, cette fois. Cette fois-ci, ouais. Donc, si vous voulez y participer, vous nous envoyez un message. Hein. On demandera. Complètement. Plus on est de fous, moins il y a de livres. Le gang des auto-édités, là. Non, très très bien accueillis. On avait un barnum, table, chaise. Il fallait prendre une nappe, nos roll-up, nos livres. Et après, globalement, après c'était tout. Hein. C'est vrai qu'en général, sur les salons, forcément, il faut prendre... Alors, contrairement à certaines séances de dédicaces, où parfois, moi je sais qu'à la Fnac, c'est eux qui avaient acheté les bouquins. Oui. Et c'est pas moi qui devais venir avec mes exemplaires, parce que du coup, c'est eux qui s'occupaient de la vente. Sur les salons, c'est différent. C'est les auteurs qui s'occupent de la vente, en général. En tout cas, ceux qu'on a fait, ça fonctionnait comme ça. Donc forcément, il faut venir avec un petit peu notre matériel, par exemple des petits chevalets, des petits présentoirs comme ça, nos cartes. C'est ce que si on a des goodies, des marque-pages ou quoi, c'est toujours cool. Les gens ils sont toujours contents d'avoir un petit surplus que s'ils commandent le livre sur internet. Donc déjà ils ont la dédicace, mais si en plus ils ont un marque-page ou un badge, des autocollants, des petites choses comme ça, c'est toujours cool. Des petits sacs aussi. Moi j'avais pas pensé à prendre des petits sacs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais globalement, on est toujours bien accueillis, c'est toujours une bonne ambiance. C'est vraiment une communauté, franchement, auteurs, lecteurs, c'est top, quoi. Les gens, ils sont toujours bienveillants, ils sont toujours curieux, ils sont là pour divertir les autres ou se divertir si c'est les lecteurs qui viennent. Ouais. Donc c'est vraiment une bonne ambiance à chaque fois. Et c'est vrai que même si à chaque fois c'est un petit peu le stress, on appréhende et tout, ça se passe trop bien en fait, parce qu'il n'y a que des bonnes énergies. Rien que rencontrer les autres auteurs aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est génial. C'est vrai que c'est cool, on fait des rencontres entre nous et on rencontre les autres qui soit nous connaissent et viennent nous rencontrer, et là c'est encore mieux, parce que... Blue. Ouais, on a eu plusieurs personnes qui sont venues
nous voir sur le stand et du coup c'est trop bien parce que après avoir échangé sur internet, on se voit en vrai. Ça avait été le cas déjà pour nous et avec d'autres auteurs, on avait fait des petites réunions, des auteurs de la région et tout. Donc big up à vous, la mafia. Je crois qu'ils se sont. Et après avec les lecteurs c'est encore mieux parce qu'ils sont là pour découvrir ton histoire, ils sont vachement curieux et tout. Donc ça c'est vrai que c'est cool, c'est cool quoi. Je pense que le principal, c'est de faire un tour du salon. Ouais. Pour aller vers les autres auteurs. Même si c'est effrayant, on se dit qu'est-ce qu'on va leur dire, tout ça. Finalement, après tu regrettes pas parce que tu fais des nouvelles rencontres. En fait, chacun a des expériences différentes. Donc, il y en a, ils ont fait plusieurs salons, d'autres c'est le premier. Donc il y a vraiment un échange, des conseils, tout ça. Après, on se suit sur les réseaux, on se retrouve sur d'autres salons. Donc ouais. Ça donne des contacts, des dates. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'au final, on fait un salon, puis il y a quelqu'un qui vient, moi j'organise un salon. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé pour toi aussi, ouais. Toi, tu avais fait la nuit des étoiles, c'est ça? Les écrivains sous les étoiles. Les écrivains sous les étoiles. Les noms, j'arrive pas aujourd'hui. Donc, moi j'avais pas pu venir. Mais ça, c'était grâce au salon qu'on avait fait à Péménade. On avait eu un contact qui avait permis de faire une autre rencontre. Et du coup, ça fait toujours des expériences en plus. Grâce à cet auteur, j'ai pu faire Les écrivains sous les étoiles, Le Rouret, en plus. Donc ça m'a fait 3 salons dans l'année. 3 salons, ouais. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais, c'est bien. Moi, ça fait un petit moment du coup que j'en ai pas fait depuis cet été. J'aimerais bien faire une petite séance de dédicace. Je pense que c'est important aussi. Pour Noël Pour Noël, peut-être, ouais. C'est vrai que ça commence à être dans la période de Noël. Ah ouais, là, il faut y aller. Hein. Si vous avez des envies de cadeaux, il faut nous contacter parce que nous, on a des très beaux cadeaux à mettre sous le sapin. Avec des petites dédicaces et tout. Ok. On va parler aussi de peut-être plus entre auteurs, les échanges qu'on peut avoir entre auteurs. On va approfondir un petit peu ce sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on peut avoir des groupes sur Instagram entre plusieurs auteurs. Je vais en parler un petit peu plus, la dernière fois je l'avais énoncé, mais moi j'ai participé à un recueil de nouvelles justement avec plusieurs auteurs de fantasy. Et donc du coup on a des discussions presque quotidiennement où on parle déjà de ce recueil-là qui avance bien, on a la campagne de financement Ulule qui a abouti, qui a dépassé 100%, donc déjà merci beaucoup. En très peu de temps en plus. Ouais, ça s'est fait assez rapidement, il y a plus d'une 40aine de contributeurs. Elle est en ligne jusqu'à quand? Elle est en ligne jusqu'à la fin du mois. Donc fin novembre. Il reste une quinzaine de jours encore. Et après, du coup, on pourra éditer les livres vers le début de l'année, normalement. Pardon. Et c'est vrai que c'est top en fait d'avoir des projets avec d'autres auteurs, ça motive vachement. C'est-à-dire que là, la nouvelle que j'ai écrite pour ce recueil, c'est pas quelque chose que j'aurais écrit si j'avais pas été si j'avais pas été stimulé par les autres auteurs et par William qui a entamé ce projet. Et c'était une trop bonne idée, quoi. Ça m'a fait écrire d'une autre façon, ça m'a fait connaître les univers d'autres auteurs que je connaissais pas forcément. Du coup, on a un bon petit groupe. D'ailleurs, je compte tous vous faire passer sur le podcast, les gars. Donc, il va falloir venir dans le sud, vous me faites un signe. Et c'est vrai que ça, c'est top. On a le groupe où on est ensemble aussi des auteurs qu'il y avait dans la région. La mafia du 06. La mafia du 06. Et c'est vrai que le fait de se rencontrer, de parler, bon après quand on se rencontre, on parle beaucoup d'écriture, mais pas que de ça. On apprend à se connaître les uns les autres, on devient des amis et tout. Et ça, c'est top, quoi. Franchement... je le dis souvent, mais ouais, c'est ça. C'est que ça devient vraiment une famille, des amis, des personnes qu'on croise dans la vie de tous les jours et pas que pour le travail, entre guillemets. C'est vraiment parce que on s'apprécie et on a envie de se voir, en fait. C'est Sauf tout. Stéphane. Ouais, bon, moi je vous invite, mais ouais, voilà, c'est ça. Je sens l'intérêt derrière tout ça. Mais ouais, du coup, avec les lecteur, c'est encore autre chose parce que il y en a avec qui on peut devenir proche également, mais c'est pas la même vision des choses, quoi. Il va pas forcément y avoir des conseils derrière. C'est plus un partage. Oui, pas forcément, mais ça peut arriver. Hein. Une amitié aussi. J'étais allée en Auvergne, j'avais rencontré Amy. Amy's Book. Ouais, je vois très bien. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Donc je suis allée à La Rochelle. Ouais. J'ai vu Ella, qui est lectrice, auteure, peintre.
En fait, c'est un peu pareil. Ça dépend ce que tu recherches, mais je Oui, pense non, que c'est ça sûr, tombe ouais. dessus, tu vois. C'est pas... Ah non, mais clairement, ouais, clairement. Donc ouais, pour ça, franchement, c'est top, quoi. Donc on a fait un peu le tour des salons, des rencontres. Si vous souhaitez nous rencontrer, nous, on est chaud patate. Donc n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message sur Insta. On est dans le sud-est de la France, dans le 06. Donc, Sous le soleil. Sous le soleil. Et du coup, si vous passez dans le coin ou quoi, et que vous voulez qu'on se rencontre, c'est avec grand plaisir. On va passer sur autre chose. On va parler de l'auto-édition via Amazon. Parce que toi, tu es passé que sur Amazon pour publier tes livres. Tous tes livres sont passés sur Amazon, les Oui. 4 ici. Donc Amazon, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit, 100% sur la création du livre. C'est ça ? Oui, c'est ça. Tu t'y connais beaucoup plus que moi, Ouais. parce que moi, je ne suis pas passé sur Amazon, justement. Et ce qui implique, en fait, de devoir tout faire soi-même. Tout à fait. Tout ce qui est mise en Ou page. de faire appel à d'autres personnes. Ou de faire appel à d'autres personnes qui aident, mais en l'occurrence, toi, tu as tout fait toi-même. Ou- Sauf la toute première couverture de Ouais. la fuite. D'accord. Tu m'as un peu aidé pour la machine à aimer, la couverture Ouais. aussi. Un petit Sarah pour la fuite un petit peu. peu. D'accord. Mais globalement, oui, tu fais tout toute seule. Ouais. Tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, étant donné que tu en as fait plusieurs maintenant, il y a peut-être des choses, des erreurs que tu ne fais plus, des conseils que tu as donnés, comment se lancer sur Ouais. Amazon en toute sécurité. Mais déjà, l'erreur à ne pas faire, c'est cliquer sur publier avant d'avoir vérifié son livre. Ok, Je sais pas, je devais être soit surexcitée, soit stressée. J'avais pas vu qu'il y avait écrit enregistrer le brouillon et qu'on pouvait à ce moment-là commander une épreuve. d'accord, ok. Du coup, j'ai. Et la première étape, en fait, de recevoir une épreuve, voir Voilà, comment ça c'est se ça. passe, et après de publier. Mais j'y connaissais rien du tout. Hein. Ok. En fait, j'avais même jamais commandé sur Amazon avant de Ok. m'inscrire. Ça marche. Donc, commander une épreuve pour vérifier que tout aille bien. Ne pas hésiter à à faire les modifications, même si ça vous énerve, parce que c'est toujours mieux d'avoir un livre dont on est fier qu'un livre Ouais. avec des défauts, quoi. Ah non, c'est sûr, ouais. Bah, Ça c'est- peut pourrir le lancement, en fait, hein, parce Ouais. que j'étais même pas fière au début. Il y avait des problèmes de mise en page, des pages blanches, la couverture était sombre, enfin, il y a rien qui allait, en fait. Ouais, après, forcément, entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on reçoit en vrai, Ouais, il y a c'est toujours ça. des ajustements à faire. Parce qu'ils te disent c'est bon dans le sens où c'est les bonnes mesures, Ouais, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas, quoi. non, c'est sûr, ouais. Et du coup, il y a quoi comme outil dont il faut se servir? Est-ce que tout est en ligne sur Amazon? Est-ce qu'il faut passer par d'autres Tu sites? peux. Ouais. Ils ont un service de création de couverture que je n'ai jamais essayé. Ok, Enfin, à mon sens, ça n'a pas l'air très génial, quoi. ok, Mais tu peux essayer de faire ta couverture sur Photoshop ou sur Canva. ok. Canva qui est? Génial. C'est notre outil. Ouais. Quoi d'autre? Du coup, pour la mise en page, Ouais, pour la mise en page, par exemple, par exemple, comment dire, le texte en lui-même, pour pas que ce soit trop serré, pour pas que... Est-ce que tout ça, c'est quand tu l'écris, toi, sur ton traitement de texte? Est-ce que quand tu le passes directement sur Amazon, ça garde la mise en page? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? ça garde la mise en page si tu le mets en PDF. Ok, Donc là, c'est très technique, hein. En interligne, je sais pas si vous le savez, je le savais pas, mais tu peux aller dans Options d'interligne ok, et tu mets un 15 ou un 25, je sais plus. ouais, Enfin, tu peux modifier, hein, à ta valeur. Tu mets forcément... Qu'on appelle ça? au bon format. Oui, voilà. Et du coup, ça, c'est toi qui le décides en amont, quoi. Oui, Donc là, par exemple, La Fuite, quand tu l'as réédité, le livre, il est plus petit. oui. Non? Ouais. Donc il faut refaire... Il a fallu rechanger. Donc là, tu es repassé sur ton traitement de texte, C'est ça, tu as changé le format global, oui. et après, tu es repassé sur Amazon pour refaire une publication, Oui, quoi. en fait, ce qu'il faut savoir quand tu changes le format, c'est que potentiellement, tu dois changer d'autres éléments. Si tu as fait des sauts de page, des sauts de section, Ouais, en gros... Attends, je vais prendre le livre pour que ce soit Vas-y, plus clair. Quand tu finis un chapitre, en général, il se finit sur la page de gauche, ouais, et sur la page de droite, tu as le nouveau chapitre. Mhm. Ça peut arriver que ça se finisse autrement, que ton chapitre se finisse sur la page de droite, et du coup, tu es Ouais. obligé d'avoir une page blanche Une page derrière, blanche, ouais. D'accord. et là, ton nouveau chapitre. Ok. Et pour que tu n'aies pas le numéro de page en bas, tu dois sauter une section, supprimer le numéro de page, etc. Enfin, c'est beaucoup de Ouais, c'est quand manipulation. même des petites astuces. Et ça, comment tu l'as su? Est-ce que c'est en mettant sur Amazon, tu t'es dit, ok, ça va pas, faut revoir des trucs? Ou est-ce que tu Non, l'avais fait Amazon ne d'abord? le dit pas forcément pour les numéros de page, tout ça. Après, ça, c'est à toi de regarder. Il faut pas hésiter à regarder les livres qu'on a à la maison.
Ouais. voir un petit peu le format qui nous plaît. Ça varie beaucoup, même pour les tirets par exemple. Certains mettent que des tirets, d'autres Ouais. mettent des guillemets. Ouais. Enfin voilà, c'est une question Ouais, pour de... le dialogue, ouais. Après, ouais, ça c'est vrai qu'il faut vraiment regarder, comme tu dis, les bouquins qu'on a à la maison pour voir si notre mise en page elle est représentative d'un livre Oui, c'est ça. qui est déjà publié, qui est entre guillemets professionnel. Et, et c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal. Moi, c'est vrai que pour le format du livre, bon, moi je suis passé par Librinova et par rapport à mon nombre de pages, c'était le seul format disponible, parce que sinon il y avait trop de pages. Ouais. Mais toi, sur Amazon, tu as la possibilité de choisir entre différents formats ou est-ce Oui. que c'est par rapport au nombre de mots qui te conseillent Non, du tout, tu peux prendre plusieurs formats. Ouais. Il y a une différence entre la fuite et la machine à aimer. D'accord, Tu vois, il est un tout petit peu plus Ouais. petit. Je crois qu'il y a encore plus petit, mais je sais pas comment on fait. d'accord, je sais ok. plus. Et maintenant, il y a le format relié, Ok, qui est tout nouveau. Donc, tu as plusieurs options sur Amazon. C'est ça qui est bien aussi. Tu peux vraiment personnaliser ton livre-objet. ouais, puis si tu as envie de le changer, tu peux quoi, Oui, et gratuitement. c'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. La couleur des pages aussi. La machine à aimer, c'est blanc. La fuite, c'est un peu beige. Ouais, c'est vrai, ça se voit même sur la tranche. Ouais. Ok. Ah, c'est des petits détails comme ça, mais Mm. au moins c'est vraiment le livre que toi, tu voulais quoi. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Ça donne peut-être un peu plus de liberté que de passer par une plateforme qui fait payer des services et qui te donne peut-être moins de liberté. Enfin, moi, je sais que j'ai pas pu choisir, par exemple, par Librinova, j'ai pas pu choisir la couleur du papier Ouais. ou des choses comme ça. Après, j'avais reçu une épreuve pour valider ou pas la maquette. Et je suis très content du résultat, hein. La qualité, elle est très bonne. Mais Oui. j'ai pas eu ces options de Mm. personnalisation, entre guillemets. Et puis, si je veux changer, ben, il faut que je repasse par par la caisse, quoi. Ah ouais, t'es obligé de repayer. Ouais, si je veux changer ça, ouais. Mm. Donc ouais, partie c'est à du jeu. réfléchir. Moi, je sais que là, le projet de compte, de recueil de comptes que je veux faire, je pense que je vais passer par Amazon pour le faire. Oui, Je c'est un pense. projet moins grand aussi, Ouais, je pense. ouais. Et puis j'ai envie de voir comment je... Enfin, j'ai envie de le faire vraiment comme je veux, quoi. Justement, en choisissant vraiment bien la taille, faire mon objet, quoi. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool aussi. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour faire les couvertures, alors nous, on a un petit peu des notions de design, de graphisme, mais peut-être Toute moi plus que petite. toi. Toute petite. Mais c'est vrai qu'il y a des outils, enfin, Photoshop, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais par contre, il y a le site Canva Mm. qui est très bien. Alors peut-être pour faire des couvertures, ça va être un petit peu limité, mais pour faire même des publications sur les réseaux sociaux et tout ça, franchement, c'est un super outil. Il y a une version qui est gratuite, donc c'est un site en ligne qui permet de faire des montages vidéo. Il y a des presets de base qui te permettent de choisir si tu veux faire une publication Insta, Facebook ou quoi. Donc tout de suite, ça se met dans la bonne résolution, dans le bon format et tout. Donc carré pour Insta ou des choses comme ça. Pour faire des stories aussi, il y a Des formats vidéo aussi. des formats vidéo. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont disponibles avec une version gratuite, donc avec certains éléments qui sont pas disponibles parce qu'ils sont dans la version payante. Et la version payante, on peut se mettre à plusieurs sur le 4, je même crois. compte, Ça vaut le jusqu'à coup, 4. Donc du coup, ouais, ça vaut le C'est coup. 100... C'est une centaine d'euros par an. Ouais, 110 euros, Et quelque du chose coup, comme c'est ça. vrai que quand on est plusieurs, je trouve que ça vaut le coup, quoi, parce que t'es 4, t'en as pour 25 euros à l'année. Et franchement, moi, je m'en sers tout le temps, toutes les semaines, quoi, pour faire des publications Ouais. Insta ou quoi. T'as plein d'images qui sont libres de droit pour l'utilisation sur les réseaux. Donc, toi, tu t'en es servi, par exemple, pour la couverture d'écrire D'écrire. comme on jardine. Oui, Donc, et pour l'intérieur surtout. pour l'intérieur aussi, beaucoup de mise en page. Attends, je vais montrer. Mais... Ouais. Moi, je m'en suis servi aussi pour le carnet d'énigmes que j'ai fait. J'ai tout fait sur Canva. Donc, il y a un maximum de 100 pages que tu peux faire sur Canva dans un Oui, seul c'est projet. ça. Après, sinon, tu peux cumuler plusieurs projets, hein. Mais Après, tu peux ajouter sur d'autres Ouais. applications. ouais, c'est ça. Oui, voilà, donc des trucs tout simples comme Ouais. ça. Ouais, même, il y a du texte avec plein de typos. Franchement, il y a plein de typos. Moi, ça C'est m'impressionne. Il y a plein de typos différentes. On peut vraiment modifier plein de paramètres, gérer la transparence de certains éléments, changer la taille de tout, mettre des effets sur l'écriture. Bon, après, ça reste limité. Ça va pas être un Illustrator ou un Photoshop, mais si jamais vous n'avez pas de base de notion de graphisme ou quoi, on peut vite arriver à un résultat pro avec Canva, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt bien. Et donc le combo Canva-Amazon,
tout peut être gratuit si vous choisissez la version gratuite de Canva. Et vous pouvez tout faire en full autonomie. Donc franchement, faut se lancer quoi. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des outils de fou qui existent sur Internet. C'est dingue. Hein. Enfin, à l'époque, pour se lancer, pour écrire un livre, tout ça, j'aurais pas su comment m'y prendre quoi. Ouais, moi non plus. C'est vrai que il fallait Après, passer. je pense qu'il faut s'y intéresser aussi. Ouais. Parce qu'il y a 2 ans en arrière, je savais pas que c'était possible. Hein. Je connaissais même pas l'auto-édition. Mais c'est vrai que l'auto-édition, c'est quand même quelque chose. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais de relativement récent, quoi. Je ne me vois pas, il y a 30 ou 40 ans, ah ouais, non. m'auto-éditer, quoi. Enfin, avec quoi? Avec quels outils? Non, c'était avec des maisons d'édition, il fallait envoyer des manuscrits, tout ça. Enfin, comme aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, il y a quand même une alternative qui permet de passer, de tout faire soi-même, en fait, quoi. Et d'avoir son produit et d'être détenteur de tous les droits. Enfin, voilà, on fait ce qu'on veut avec nos histoires. Et ça, c'est cool. Ça, c'est top. Est-ce que tu as une anecdote à raconter ou pas? Ou une actualité, quelque chose qui te vient à l'esprit comme ça? Alors, un petit topo sur l'écriture, peut-être? Ouais, allez. Parce que j'en Avec parle plaisir. pas si souvent que ça. J'ai publié mon dernier livre il y a 1 an, donc c'est 10 ans. Bon, après, il y a eu le petit carnet d'écriture, mais c'est différent. Mais sinon, entre-temps, je n'ai rien publié. Pourquoi? Déjà parce que j'ai eu beaucoup de mal. Il faut savoir que j'ai commencé plusieurs projets, je les ai abandonnés. Il y a un projet en particulier que j'ai dû recommencer 4 fois. Ok. En sachant que j'avais écrit à peu près 70 pages à chaque fois. Donc, D'accord. Et là, je pense que je tiens le bon bout. On D'accord. va voir ce que ça donne. On parie sur une publication l'année prochaine. D'accord. Mais je pense que je vais prendre mon temps, quoi. Et c'est pas trop dur justement de gérer à la fois. Je sais pas si tu l'as déjà commencé, ton projet de création justement pour tes études. Oui. Ou pas. Ça doit être Mais pas écrit, assez. parce que tu as une deadline, j'imagine, Oui, pour ça. c'est ça. Et du coup, c'est pas trop dur de gérer les deux en même temps, de se dire, bah là j'écris pour moi, pour mon plaisir, mais je culpabilise parce que bah, j'ai un truc à faire, à finir Ouais, c'est ça. dans les temps. Tu me connais bien. Donc, Ouais, je sais que je serais pareil, quoi. Bah, du coup, j'ai pas forcément énormément avancé sur mon mémoire, si c'est la question. Okay. Voilà. J'avoue mes péchés. Non, mais ouais, Non, c'est j'ai pas rendu évident, mon c'est pas mémoire évident. d'étape. Donc, c'est un travail où tu dois tout détailler. Et c'était le gros problème parce que je n'ai pas l'habitude. En fait, c'est comme si on me demandait d'être architecte alors que je ne le suis pas. Ouais. J'ai dû penser aux procédés que je voulais utiliser, aux fiches personnages, au lieu, à la fin de l'histoire alors que je déteste ça. C'était comme si on avait un petit peu gâché mon truc. Après, c'est moi qui ai décidé de le préparer comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est de ma faute entre guillemets. Mais... Et du coup, je n'ai pas encore posé le premier mot. J'attends, là, je vais commencer en janvier. D'accord. Ok. Après, moi je trouve ça bien d'avoir une deadline, même si c'est stressant. Ça avait été le cas, en plus quand on travaille avec d'autres personnes, notamment, comme c'était le cas pour le recueil de nouvelles, on avait entre guillemets une deadline par rapport au planning qu'on avait prévu pour la diffusion du projet. Et ça fout le stress, quoi. Parce que moi je sais que j'ai commencé à écrire assez tard. Et bon, je l'ai rendu à temps, hein, mais du coup, ça me forçait à écrire, quoi. Je dis, ok, bon, bah là, il faut que je m'y mette, donc je m'y mets. Et du coup, c'est bien parce que je prenais plaisir quand même à écrire, même si je me forçais, entre guillemets. Mais ça me permettait d'être régulier, quoi. Ouais, c'est ça. Et sinon, ça traîne. Sinon, ça traîne, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça que Blind 2, ça traîne, parce que il y a des fois, en fait, je vais écrire... Incendie-le en commentaire. Ah ouais, non, mais c'est clair. Parfois, je vais écrire parce que j'en ai envie, mais comme j'ai pas vraiment de deadline... Enfin, j'essaie de m'en imposer et puis je me dis, bon, finalement, parce que j'ai d'autres trucs, justement, ce projet où il y avait une deadline, j'avais d'autres trucs qui imposaient d'avoir un rythme et d'être plus productif sur certaines choses. Donc là, comme j'ai pas vraiment d'obligation, c'est vrai que je peux reculer plus facilement les échéances, quoi. Et c'est pas une bonne chose. Et c'est le problème avec les sagas. Avec les sagas. Ouais. Je pense que tu dois tenir un rythme pour satisfaire tes lecteurs. Et... Ouais, là, ça fait 2 ans et demi. Là, ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Et ouais, j'avais dit fin d'année, mais c'est passé trop de trucs cette année, quoi. J'ai eu d'autres projets qui m'ont pris du temps et du coup, j'ai pas pu avancer après, il faut pas comme se j'aurais forcer. voulu. Non, voilà, c'est ça. Après, vous en faites pas, hein. Tout est dans la tête. Hein. Il n'y a plus qu'à, quoi. Mais il y a encore du taf. Ok, bah écoute, on va arriver sur la fin de
de ce deuxième podcast. Merci beaucoup Merci à toi d'avoir participé. Ça va? Comment tu te sens après cette heure d'interview? J'ai réussi à franchir le pas. Je teste les vidéos. Le début a été un peu compliqué parce qu'on était pris de fou rire à chaque fois qu'on démarrait. Donc, mais ouais, on a réussi quand même à se lancer. Donc ton actu, voilà, t'en as parlé un petit peu, il va y avoir des choses plutôt l'année prochaine. Oui. De ton côté perso et après côté professionnel. Je sais pas si tu comptes le diffuser, je sais pas si tu vas le diffuser, ce que tu vas faire. Je pense que j'aimerais bien. Ouais, c'est possible. Je vais voir comment ça se passe. Peut-être qu'avec le master, on a aussi des tremplins en fait. Ouais. On verra. Bah, ce serait bien. Ouais, mais je veux en faire quelque chose. Ouais, bah tant qu'à faire. Après, j'ai un autre projet que je voulais mener pour la fin d'année, qui est écrit depuis plus de 2 ans, mais je voudrais des illustrations à côté. D'accord, ouais. Donc j'attends un peu. Appel aux illustrateurs. Voilà. Un univers sombre, tout ça, je suis partante. Ok, top. Ça, c'est cool. J'adore le lien entre les images et l'écriture, j'adore. Je voulais faire les illustrations, mais... c'est pas évident. Ou alors, il faut que je prenne des cours. Ouais. Et on en revient à tout faire soi-même. Voilà. Et du coup, à repousser l'écriture, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Du coup, voilà, on arrive à la fin de ce deuxième podcast. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez été jusqu'au bout, je vais reprendre l'idée du podcast de Seb Melia. C'est un humoriste, ça n'a rien à voir, mais il met un petit hashtag à la fin du podcast pour savoir qui a été jusqu'au bout. Donc mettez un petit hashtag, on va mettre hashtag... J'y suis arrivée. Et j'y suis arrivé. Hashtag j'y suis arrivé, ce sera la preuve comme quoi vous avez été jusqu'au bout. Mettez en commentaire également déjà les remarques que vous pouvez avoir. Est-ce que c'était cool? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que j'ai trop parlé? Pas laissé assez la parole à mon invité. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire des remarques. C'est que le deuxième, donc il y a encore des choses à revoir. On a essayé de gérer un peu plus la lumière normalement pendant le podcast. On sera peut-être moins cramé que la dernière fois. Et aussi mettez en commentaire si jamais vous passez dans le sud, que vous êtes des créateurs, pas forcément des auteurs, hein, là on parle d'illustrateurs, vous bossez dans un domaine de création tout simplement, de contenu, photographe, etc. On va pas parler que d'écriture, c'est le but aussi de ce podcast. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes dans le coin, si vous êtes intéressé pour venir, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Et mettez-moi aussi ce que vous préférez voir pour le prochain épisode. J'ai plusieurs invités en tête. On peut parler d'ASMR, on peut parler d'illustration, on peut parler d'escape game. On est assez bien placé là-dessus. Idée, Pour trouver des personnes, c'est pas trop compliqué pour nous. Donc on peut parler de plusieurs choses. Peut-être faire venir des lecteurs plutôt que des auteurs la prochaine fois. Il y a encore pas mal d'auteurs qui vont venir sur le podcast normalement. Mais voilà, faites-nous part de tout ça. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne également pour soutenir. Faites-nous des retours. Abonnez-vous à la chaîne de Margot. On peut la retrouver sur Insta principalement. C'est là où tu es le plus active. C'est ça, donc voilà, allez sur son Instagram. Le lien est dans la description. Et mes réseaux sociaux également sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne également. Et puis voilà, on va continuer notre bonhomme de chemin sur la route de l'écriture, sur la route de création. Et je vous dis à très vite. Merci encore Margot. Merci. Et à bientôt. Merci à vous. Ciao. Ciao.